En avril dernier, je me suis rendu dans le Pays Basque, plus précisément dans la ville d'Anglet, située entre Bayonne et Biarritz, pour aller à la rencontre du collectif Minuit 12. Ouais, c'est dans le tableau. Les plantes, voilà, c'est les plantes. Le collectif Minuit 12, c'est une compagnie de danse qui se présente également comme activiste et portée vers les questions climatiques et environnementales. Une de leurs premières grandes actions militantes a eu lieu en 2022 en collaboration avec l'activiste Camille Etienne et devant le siège de Total Energy pour protester contre la création d'un oléoduc en Afrique de l'Est. On a ensuite pu les voir place du Châtelet à Paris dans le cadre de la Magma qui tous les ans réunit militants, artistes et citoyens pour une grande déambulation dans toute la ville à mi-chemin entre festival et manifestation. À chaque fois, l'intention y est la même, utiliser le corps et l'essence comme premier outil de création pour questionner notre rapport au milieu naturel et ainsi en faire un mode d'action dans le cadre de mobilisation écologiste. Alors, trop cool tout le monde, je dis juste les petits trucs que j'ai vus et à avoir en tête. Au moment où on déroule le tissu, ce que je disais c'est qu'en fait vu qu'on passe comme ça, il peut être pas mal en fait enroulé à votre niveau, du coup il faut surtout pas le dérouler à votre niveau, il faut vraiment attraper. Et oui, parce qu'elle l'avait pris un peu avant, parce qu'il est tombé un peu, mais c'est vraiment quand vous sentez qu'elle prend tout le... Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se le refaire un coup sur le son, juste le début, et ensuite on pourra faire filage. Ok ? Let's go. Allez. En novembre 2023, le collectif Minuit 12 interprète sa dernière création originale, intitulée Les Cimes, qui pointe du doigt le contraste entre conservation muséale et celle des forêts, cette dernière étant encore particulièrement sujette à l'action de l'homme, à l'inverse des œuvres d'art aujourd'hui conservées et protégées. Selon l'Organisation mondiale des Nations Unies, entre 2000 et 2020, la proportion de forêts sur la superficie totale de terre est passée de 31,9 à 31,2%, ce qui a entraîné une perte de plus de 100 millions d'hectares de forêts. Le développement et l'expansion de l'agriculture est à l'origine de près de 90% de cette déforestation mondiale, et particulièrement en Amérique du Sud pour le pâturage du bétail et en Asie pour la récolte d'huile de palme. Pourtant, il est scientifiquement prouvé que les forêts abritent aujourd'hui plus de la moitié des animaux, insectes et plantes de la planète. Elles nous protègent également de la pollution sonore, atténuent les effets des tempêtes et inondations, mais surtout luttent contre le réchauffement climatique grâce à leur capacité à absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère et à le stocker. En avril 2024, le collectif Minuit 12 décide de réinterpréter leur création Les Cimes, mais cette fois-ci à l'extérieur, dans la forêt de Gisan, ce qui implique de complètement repenser la chorégraphie en fonction de ce nouvel espace. D'autant que, pour l'occasion, la compagnie a fait le choix de proposer à des volontaires, novices comme expérimentés, de venir participer à la chorégraphie et au spectacle dans le cadre de cette mobilisation pour sauver la forêt de Gisan. Avant, arrière. Non, ça allait juste... Le porter. Non, c'est juste, en gros, comme on est plus que deux, j'ai vachement de poids, du coup je suis un peu toujours sur les orteils en mode à deux doigts de tomber, du coup parfois je dis à Tiani, Et moi je vais aller en arrière. Du coup, Jade, tu l'auras sur l'épaule. Bah ouais, je sais pas. Ça te va ou tu peux remettre? Non, moi ça me va, faut juste que j'arrive à trouver le début. On est dans la forêt de Jusan et il y a un collectif citoyen qui s'appelle Jusan Vivant qui se mobilise depuis 1 an. Et du coup pour nous c'était super important de mobiliser les personnes qui sont sur place et les personnes qui luttent déjà pour cette forêt et de pas simplement venir faire notre chorégraphie, repartir, mais vraiment de créer cette interaction. Et aussi on porte toujours ce message de un peu de danse démocratique, donc on va faire collaborer des danseurs professionnels et des amateurs et même des débutants et montrer qu'on peut créer des images fortes et belles avec, avec une direction chorégraphique. Avec Pauline et Justine, on est 3 et on chorégraphie, on imagine un peu comment ça va rendre, parce que du coup à 3 et à 25 c'est pas du tout la même chose. Et du coup on a repris ce symbole du tissu qu'on utilise beaucoup dans nos chorégraphies, qu'on trouve beau parce que ça parle des liens végétaux, des liens humains, plein de choses, et que c'est toujours très joli avec la lumière. Et on apprend aux personnes à danser avec le tissu et à créer une scénographie en mouvement. On pense tout pour que ce soit adapté à tous les âges, tous les niveaux,
les problèmes physiques. Enfin, c'est pour ça que la chorégraphie est assez simple, mais que c'est des effets de groupe, des effets visuels, et qu'on met en place cette scénographie avec le tissu parce que ça habille l'espace. Je m'appelle Jade Véranda, j'ai 26 ans et j'ai cofondé le collectif Minuit 12 avec Pauline Milita et Justine Sen. Et avant ça, j'ai fait des études en philosophie, en sciences politiques, et j'ai toujours eu une pratique de la danse assez intense à côté et de la photographie et des arts plastiques. Avant de devenir danseuse professionnelle, Jade a étudié à Sciences Po Paris et c'est dans cette école que sa volonté de lier art et écologie s'est réellement concrétisée avec la co-création du collectif Minuit 12 à la fin de sa scolarité. Et après sur les influences, il y en a toujours énormément. Là je pense par exemple à Nan Goldin et la manière dont elle lutte contre un grand groupe, une grande famille pharmaceutique qui a empoisonné plein de personnes, créé des addictions chez des personnes notamment aux États-Unis, et qui en fait sont de grands mécènes, de grands musées dans le monde entier. Et on retrouve en fait le même schéma, on va dire, avec les grands pétroliers, avec Total, BP, Shell, qui vont financer des grands musées. Et donc voilà, il y a des similitudes. Après, elle va utiliser son art pour faire des actions militantes, sa notoriété aussi. Donc voilà, il y a Nan Goldin. Après, on est très inspiré par les Miyazaki, les héroïnes des Miyazaki aussi. Parce qu'on est pas mal de femmes aussi dans le collectif. Donc il y a un peu cette idée des femmes un peu guerrières, de l'héroïne, de la créature aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Minuit 12 n'est pas restreint qu'aux femmes, mais dans de nombreuses créations, on retrouve une forte dimension féminine et féministe assumée par le collectif lui-même. Il y a un concept qui s'appelle l'écoféminisme, mais avant d'être un concept déjà qui a plein de définitions et tout ça, c'est une pratique ou un constat, c'est-à-dire que le mouvement écolo dans le monde est vraiment énormément porté par les femmes. Donc il y a un peu cette idée aussi de juste raconter cette histoire-là, de raconter ces héroïnes-là, de créer ces personnages qui inspirent aussi les petites filles, les enfants, tout le monde. L'écoféminisme, c'est un courant philosophique et politique qui revient de plus en plus dans notre contexte actuel d'urgence écologique et qui établit un lien entre la lutte pour l'égalité des genres et la préservation de l'environnement. Concrètement, il stipule que les mécanismes de violence et de domination qui permettent la destruction de la nature sont similaires à ceux de l'oppression des femmes. L'origine de ce concept reste encore floue, mais ce serait l'autrice et militante féministe Françoise Daubonne qui l'aurait théorisé et utilisé en premier en 1974. C'est donc un mode de pensée radical et universel qui vise à repenser notre société dans sa globalité en prenant une vision où justice sociale et préservation de l'environnement sont indissociables. L'écoféminisme est parfois critiqué, notamment pour sa dimension essentialiste qui enfermerait théoriquement hommes et femmes dans des stéréotypes bien distincts où la femme accorderait théoriquement plus d'importance à la protection de la nature que l'homme. Malgré cela, ça reste un terme qui est repris souvent dans le cadre des luttes féministes et environnementales et qui est repris ici par le collectif Minuit 12. Minuit 12, ça vient du fait qu'on travaille toutes beaucoup la nuit, et surtout on aime bien l'univers nocturne, l'univers un peu silencieux, bleu, un peu mystérieux, et qu'il y a aussi cette idée de l'urgence. Tu vois, quand tu travailles la nuit, c'est qu'il y a une urgence, il y a quelque chose à rendre, mais tu as une forme de créativité où personne ne te dérange, en même temps tu es seul. Et donc c'est un peu cette création sous contrainte d'urgence, et ça faisait sens pour nous de travailler toujours aussi avec des militants sur les thématiques écologistes, parce qu'on n'est pas dans un temps de création toujours long. Parfois il y a juste l'urgence absolue d'une lutte locale, d'une forêt, d'un combat à mener. Okay. C'est la communauté d'agglomération du Pays Basque qui veut faire le projet. Il y a une parcelle qui a été rasée un peu plus loin devant Canto, défrichement sans prévention, sans panneau, sans rien, et ils veulent y mettre un bâtiment. Et il y a 2 recours qui ont été posés sur cette partie. Mais alors concrètement, que se passe-t-il dans la forêt de Juzan et qui mérite une telle attention ? Le 4 novembre 2017, la communauté d'agglomération Pays Basque, ou CAPB, approuve le lancement du projet Arkinova, un vaste plan de technopole dédié à l'accueil d'entreprises spécialisées dans les métiers de la construction durable. Sur son site internet, la CAPB explique vouloir soutenir les filières d'excellence de son territoire en y construisant une zone d'activité qui allie formation durable, recherche et une forte dimension économique. Problème, ce projet, pour être mené à bien, nécessite une modification importante du plan d'urbanisme local de la ville d'Anglet et 7,5 des 22 hectares des terres forestières et maraîchères de Juzan, pourtant protégées, risquent d'être rasés.
Et donc cet édifice-là n'est que le symbole finalement de ce que le 4 novembre 2017, la communauté d'agglomération Pays Basque a décidé de mettre en avant, c'est-à-dire une zone technopole industrielle bien plus importante qui s'étend sur beaucoup plus de territoire, notamment dans la forêt de Jusan, ce qui reflète donc un projet finalement assez paradoxal puisqu'il se veut durable dans un environnement et dans un écosystème qui lui-même l'est déjà, c'est-à-dire une forêt qui regorge de faune, de flore, mais également d'un environnement qui est propice à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, mais également à la préservation des écosystèmes et des animaux qui s'y trouvent. En effet, de récentes études ont démontré que la forêt de Jusan abritait plus de 60 espèces végétales et animales, dont certaines sont aujourd'hui menacées. La forêt est également stratégiquement située à proximité de l'aéroport Biarritz-Parme et constitue ainsi un mur anti-bruit naturel face aux nuisances sonores liées à ce dernier. De plus, la forêt Angloy est déjà une zone particulièrement touchée par les incendies et qui ne cesse de rétrécir depuis ces dernières années. La région Pays Basque et la ville d'Anglet notamment ont déjà vu 50% de leur espace forestier détruit pour les besoins du logement et des infrastructures industrielles et tertiaires. D'ailleurs, fait intéressant, le projet n'a même pas attendu d'officialisation publique ni même de déclaration de la part d'institutions puisqu'elle a déjà commencé à défricher une partie des terrains qu'elle possède, donc ce qui se trouve autour de moi. Et donc, comme vous en doutez, eh bien, ce défrichement et ce déboisage ont lieu de manière totalement illégale, sans annonce publique ni panneau publicitaire pour indiquer cette action, ce qui évidemment donc impacte les locaux et évidemment l'agglomération qui va autour. En réaction à ce projet aux conséquences environnementales néfastes, un collectif citoyen militant intitulé Jusan Vivant se forme et une pétition est mise en ligne récoltant aujourd'hui plus de 75 000 signatures démontrant l'impopularité claire de cette zone d'activité auprès des locaux. Et ce qui est intéressant à Jusan, c'est que dès le début de la constitution du collectif citoyen, l'art a eu un rôle central. Ils ont fait venir plein d'illustrateurs qui ont créé plein de dessins, de peintures magnifiques sur Jusan. Il y a déjà eu des performances à l'intérieur. Et en fait, ils avaient vraiment ce truc de dire pour que les habitants se saisissent de protéger cette forêt, il faut qu'ils l'habitent, il faut qu'il y ait des souvenirs, il faut qu'il y ait un patrimoine qui soit créé autour de cette forêt. Du coup, pour eux, c'était central et c'était dès le début de mobiliser les artistes. Et du coup, pour nous, ça faisait sens parce que on s'est dit, on va pas venir en mode salut, on fait une performance alors qu'on n'est pas d'ici, tu vois, mais que c'est une continuité avec ce qu'ils faisaient déjà. Donc, et c'était trop bien pour nous de montrer qu'il y avait déjà des luttes qui travaillaient sur ça et qu'on en rajoutait une couche en quelque sorte. Ce qu'on veut au final, c'est que ces espaces forestiers soient protégés. Et c'est le dernier poumon vert, c'est le seul poumon vert d'Anglet, zone humide naturelle, quoi. Comme on a dit dès le départ, c'est qu'on n'est pas du tout contre ce projet, on est contre son emplacement. Okay. Tout le monde sait qu'en périphérie proche, il y a des espaces, sans que ça soit des terres agricoles ou des forêts, qui peuvent accueillir ce projet. On sait qu'il y a des élus, maires, qui aimeraient ce genre de projet pour un peu redynamiser. Là, c'est la piscine municipale des sangliers et compagnie. Là. Et vous allez voir les trous et tout que ça fait. Là, ça gratte, ça se baigne. Quand il fait chaud, ils se foutent de la boue et tout dessus. Voilà. Donc, allez compenser ça quand vous faites un projet comme ça. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Et ça, c'est trop beau. Ce qu'on arrive à faire en un an, quoi. Ça ramène du monde. Ouais, c'est cool. Et c'est surtout, comme j'ai dit à Etchigara, et moi pour la sauver, pour la préserver, je vais la médiatiser cette forêt. Et quand on voit ça, on est assez content, quoi. La journée de mobilisation Tous à Jusan, organisée le 20 avril, a été un grand succès et des centaines de locaux et d'habitants des environs se sont rendus sur place pour en apprendre plus sur la forêt et sur le combat mené par le collectif Jusan Vivant. Moi, je pense qu'il y a d'autant plus de légitimité des artistes de manière générale à aller dans le mouvement climat, parce que le mouvement climat n'est pas forcément très diversifié ou représentatif, et du coup, d'avoir plein de personnes qui viennent de plein de milieux différents, qui font plein de styles artistiques différents et tout, c'est hyper riche. Et on a aussi pris cette place parce qu'on trouvait qu'on n'était pas représentés, tu vois, qu'il n'y avait pas de création, il n'y avait pas d'artistes qui nous plaisaient, qui s'engageaient pour le climat et tout, tu vois. Donc on s'est dit, en fait,
On veut juste montrer que c'est possible, que ça peut être cool, et nous juste collaborer avec de plus en plus d'artistes qu'on trouve talentueux. Le fait qu'on ait dansé les cimes au musée d'Orsay et qu'on ait dansé exactement cette même création à la forêt de Juzan, c'était vraiment de dire ok, trop cool, on a l'opportunité de danser au musée d'Orsay, c'est trop bien parce que c'est des institutions qui ont tellement d'impact médiatique aussi, que c'est bien qu'elles invitent des militants, des artistes militants, donc ça c'est trop bien. Mais du coup on s'en sert pour faire une plateforme, c'est-à-dire qu'on performe au musée d'Orsay, si vous aimez bien, on performe aussi dans les luttes locales et ça fait tout à fait sens et on se soutient. Toutes ces personnes, en réalité, elles sont assez ouvertes à la discussion. Et en général, le fait qu'on fasse par la danse nous permet de voir cette discussion-là. Et ils nous font confiance. Et, on est contente parce que le fait qu'il y ait cette performance artistique a ramené le plus de monde possible à cet événement. Et du coup, le message de Juzan Vivant est entendu. Le maire a, d'après ce que j'ai compris, dit que le projet n'aurait pas lieu, mais on va voir la suite. Mais en tout cas, je pense qu'il a bien ressenti qu'il y avait une vraie pression citoyenne parce qu'il y a énormément de monde qui est venu aujourd'hui. Et voilà, je suis trop contente qu'on ait réussi à amener tout le monde dans la forêt, à leur faire le tour et un peu à s'approprier cet espace en y ancrant des souvenirs. En effet, en parallèle de cette journée de mobilisation, le maire d'Anglet s'est publiquement engagé à protéger les 22 hectares de la forêt de Juzan face à toute restructuration urbaine, synonyme de victoire inestimable pour les membres du collectif Mini 12, mais également pour le collectif citoyen Juzan Vivant. On sert à créer un moment important pour les personnes, créer un souvenir pour les enfants, toutes les personnes qui s'y viennent, mais on sert aussi d'appât en mobilisation en nombre de personnes, parce que du coup, plein de gens viennent, et donc il y a les élus locaux qui sont là, qui ont eux le pouvoir de décision, et qui ne peuvent pas nous dire vous êtes violents parce qu'on danse. Ils ne peuvent pas nous dire faut pas faire comme ça. C'est difficile de dire à la danse que c'est violent. La fin ne justifie pas les moyens. Après, lancer de la soupe sur un tableau qui est protégé et qui n'impacte pas, c'est juste prendre l'espace médiatique là où il est. Et c'est créer et c'est étendre une fenêtre d'Overton, donc c'est la fenêtre de l'acceptable. Par exemple, le musée d'Orsay se sont pris de la soupe comme ça sur leurs tableaux, qui sont en parfait état. Et en fait, ils nous ont dit que le fait d'avoir eu ces actions, après eux, ils s'étaient mis à réfléchir sur pourquoi on les attaquait, quel rôle ils pouvaient jouer, est-ce qu'ils devaient se tenir juste à rénover leur bâtiment, ce qui est quand même un truc important, mais voilà, échanger leur cantine, comment ils pouvaient aider les activistes, et donc ils se sont tournés vers nous. Donc en fait, ce qu'ont fait les militants, c'est qu'ils ont créé une fenêtre d'Overton, où ils ont fait rentrer d'autres militants avec des modes d'action plus modérés, mais en réalité, il n'y a pas d'opposition. Après, la question la plus difficile, c'est la question de la violence. Nous, on défend tous les modes d'action non violents, donc de désobéissance civile non violent. Mais après, c'est un énorme débat, et pas juste dans le militantisme écolo. Les droits contre la ségrégation aux États-Unis, exactement le même débat. Les droits des femmes, exactement le même débat. Donc c'est un peu un débat vieux comme le monde. Mais je pense qu'avec l'espace médiatique actuel, il faut réussir à ne pas se faire imposer une image de violence qui n'est pas réelle, mais voilà, qui est facile à imposer sur la désobéissance civile, et vraiment distinguer la désobéissance civile de la violence. J'espère que ce reportage sur le collectif Mini 12 et sur la forêt de Juzan vous aura plu. N'hésitez pas à poursuivre les débats sur les questions de mobilisation citoyenne ou de désobéissance civile dans les commentaires. Ça me paraît super important que chacun donne son avis. Ça me paraissait également important de faire un reportage un peu plus local cette fois-ci pour une lutte dans les Pays Basques, mais qui en vérité a une importance à l'échelle nationale. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt.